Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, bonjour Hakima. Pour le cours des AVC hémorragiques. Quelqu'un répond s'il vous plaît? Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Très bien, on va commencer. Merci. Alors, vous avez fait, je suppose, déjà le cours des accidents vasculaires ischémiques. Donc, on va faire ce qu'on appelle les accidents hémorragiques. Bon, c'est un petit peu... on va faire un petit peu par comparaison, d'accord? Si vous avez des questions, vous les écrivez. Je vais essayer de répondre au fur et à mesure, d'accord? On va commencer. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un accident vasculaire hémorragique? Il s'agit donc d'un hématome cérébral. On va parler beaucoup plus des hématomes cérébraux spontanés. Spontané, ça veut dire que ce n'est pas dû à un traumatisme crânien, par exemple. D'accord? C'est spontané. Le cerveau se met à saigner. D'où est-ce qu'il vient ce saignement? Alors, le cerveau, bien sûr, le saignement, il vient généralement d'une artère. Alors, cette artère, quand elle saigne dans le parenchyme, ça donne lieu à ce qu'on appelle un hématome parenchymateux. Si elle saigne dans les méninges, ça va être une hémorragie méningée. C'est un cours que vous allez faire ou que vous avez déjà fait au niveau de la neurochirurgie. C'est OK pour le moment. Très bien. Donc, une hémorragie parenchymateuse, donc c'est un hématome. Une hémorragie méningée, c'est une hémorragie dans les méninges, c'est une hémorragie méningée. Alors, on ne va pas parler de tout ce qui est trauma crânien, on l'a dit, et on ne va pas parler de tout ce qui est rupture de malformation vasculaire ou d'anévrisme. On va en parler rapidement, brièvement dans les étiologies, mais on ne va pas les étudier, on va dire, en profondeur, parce que vous allez le faire en neurochirurgie si ce n'est pas déjà fait. D'accord? Parce que c'est un peu particulier. Quand on saigne suite à un pic d'HTA, ce n'est pas la même chose que quand on saigne suite à une rupture d'anévrisme. Je ne sais pas si vous saisissez ce que je veux dire. Alors, la physiopathe, excusez-moi. Donc, c'est bon. Alors, pour la physiopathe, on l'a dit, c'est l'extravasation de sang dans le parenchyme via une artère. Donc, c'est essentiellement l'apanage du sujet âgé, mais ça peut se voir chez le sujet jeune, mais c'est surtout dû à des ruptures de malformation. On est d'accord. Chez le sujet âgé, c'est généralement l'HTA, d'accord, qui est la cause de l'apparition de l'hématome, qui est une apparition généralement brutale. Alors, il y a un effet délétère, on est dans la physiopathe, donc on va parler un petit peu. Il y a un effet délétère de l'alcool et de certaines drogues. Pourquoi? Je ne sais pas si vous l'avez vu au cours des accidents ischémiques. L'alcool et les drogues altèrent les parois artérielles. Alors, soit que ces parois vont être remaniées, vont s'obstruer, vont donner un accident ischémique, soit
elles vont se fragiliser et suite à un petit pic d'HTA, un petit effort, donc ces parois vont se rompre. Est-ce que c'est OK jusqu'à maintenant? Donc, quelqu'un qui est alcoolique, quelqu'un qui est drogué, donc bon, il y a certaines substances qui sont plus incriminées que d'autres, mais quelqu'un qui prend de la drogue, quelqu'un qui prend de l'alcool, surtout régulièrement, il risque fortement d'avoir un accident hémorragique. Voilà. Alors ça, on ne va pas en parler, d'accord? Les hémorragies cérébrales multiples, c'est des personnes âgées souffrant d'angiopathie amyloïde. Généralement, c'est des patients soit qui sont déjà au stade d'Alzheimer ou qui sont sur le point de faire une maladie d'Alzheimer. Il y a ce qu'on appelle une angiopathie. Alors, les artères sont bourrées de plaques d'athérome, comme ça. Et c'est des malades qui vont saigner d'un seul coup, comme ça, ils vont saigner sur plusieurs endroits. D'accord? On ne va pas en parler, c'est de la spécialité. Sachez qu'on peut trouver plusieurs hémorragies, c'est-à-dire de réexpliquer. D'accord. Alors, j'ai dit certaines personnes âgées qui sont soit déjà Alzheimer. Vous connaissez Alzheimer, c'est une démence. Donc, vous allez faire en psychiatrie, malheureusement, ce n'est pas un cours qui a été attribué à la neuro au niveau du ministère, mais bon, c'est une démence, c'est des personnes qui oublient, qui oublient comment s'habiller, qui oublient, d'accord? Je ne sais pas si vous saisissez Alzheimer, vous connaissez? Quelqu'un me répond, oui, très bien. Alors, la physiopathe d'Alzheimer, c'est des dépôts. Ça s'appelle des dépôts de substances amyloïdes. Il y a des dépôts et ce sont ces dépôts qui vont empêcher un petit peu l'information de circuler. C'est pour ça que le patient souffre de troubles de la mémoire et de beaucoup de choses. En même temps, ces dépôts donc, vont gêner les fonctions cognitives, les fonctions supérieures, mais en plus, elles vont altérer les parois. Donc, vous allez me dire, oui, il peut faire un AVC hémorragique. Oui, mais la particularité, c'est ce patient, généralement, il fait plusieurs AVC hémorragiques en même temps. Est-ce que vous avez compris? C'est ça ce qui fait que, par exemple, si vous êtes au niveau des urgences, vous voyez un malade qui vient avec un coma, un déficit, vous faites un scanner, vous trouvez plusieurs petites hémorragies. Il ne faut pas s'étonner, ça existe. Il faut se dire seulement, il faut poser la question à l'enfant, est-ce qu'il a avait des troubles de la mémoire avant ou est-ce qu'il est diagnostiqué carrément Alzheimer? Est-ce que vous avez saisi? De toute façon, on ne va pas poser de questions sur ça. C'est juste pour vous dire, pour votre pratique courante, si vous trouvez plusieurs AVC hémorragiques en même temps, ce n'est pas bizarre, ce n'est pas inexpliqué. D'accord? Généralement, c'est des patients Alzheimer. C'est OK pour le moment? Très bien. Très bien. Alors, la symptomatologie, vous avez fait, je suppose que quand on vous a fait le cours des accidents ischémiques, vous savez que, oui, la physiopathe précédente, je n'ai pas lu la question. La physiopathe précédente, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire par physiopathe précédente? Je ne sais pas si je peux retourner en arrière. Alors, précédent. Celle-là, je refais celle-là. Non, l'autre, d'accord. Je vais voir. Ah, d'accord, oui, c'est vrai, j'avais sauté ce. Mais en fait, non. En dehors de l'Alzheimer, d'accord, là, on parle du cas le plus classique. On ne parle pas d'Alzheimer. On parle de cas d'un seul hématome. Vous suivez jusqu'à maintenant. Alors, quand est-ce qu'on peut faire, en dehors des malformations, on a dit, on ne va pas le faire aujourd'hui, qu'est-ce qui peut on va dire, entraîner un saignement? Donc, on a dit, quand les artères sont altérées déjà par l'alcool, par les drogues, et la cause la plus importante, c'est l'HTA. C'est vrai, on n'en a pas parlé. C'est l'HTA. Pourquoi? Quand soit c'est un patient qui n'était pas hypertendu, ou alors qui était hypertendu, comment dire, qui avait une tension plus ou moins stable. Vous arrivez à suivre. Donc, soit patient non hypertendu, ou alors avec une hypertension stable, qui fait d'un seul coup, suite à un choc émotionnel, suite à un stress intense, il fait un pic très important, genre 24, 24, 12, 26, ça peut arriver.
Et là, les artères, il y a une artère, par exemple, qui ne va pas supporter et qui va se rompre. Et là, on a l'AVC hémorragique. Est-ce que c'est clair pour ça? C'est au cours de l'HTA aigu ici, au cours d'un pic aigu. On peut faire un hématome. D'accord? Le deuxième cas de figure, c'est quand c'est un hypertendu connu, plus ou moins, stable. Hein. Généralement, c'est des hypertendus pas très, très à cheval sur le régime et sur le traitement. Alors, l'hypertendu chronique, il a tendance à avoir quoi? Il a tendance à avoir des artères rigides. D'accord? Parce que tellement il y a toujours une constriction. C'est comme un muscle aussi, les artères. Hein? Il y a des muscles. Quand ils travaillent trop, donc ça devient, c'est comme la musculation, ça devient rigide. D'accord? Et donc, ça devient moins souple par rapport aux variations du diamètre de la lumière artérielle. Est-ce que vous suivez jusqu'à maintenant? On a affaire à des vaisseaux rigides. Et donc, très bien. Donc, quand on a des vaisseaux rigides et quand d'un seul coup le débit cardiaque augmente suite à un effort important, par exemple, donc il y a le sang qui va arriver. Et donc, normalement, l'artère, pour prendre en charge ce sang, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle se dilate un petit peu pour laisser passer ce sang. Or, ce sont des artères qui ont perdu cette capacité de se dilater. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Vous imaginez, par exemple, de l'eau qui passe dans un tuyau trop étroit. Qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, ça doit éclater quelque part, soit dans la source, soit dans... D'accord? Donc, qu'est-ce qui va se passer généralement? C'est l'artère qui va se rompre. Est-ce que c'est clair? Donc, soit suite, voilà, très bien. Donc, soit suite à comment dire, un pic d'HTA aigu, que ce soit chez une personne déjà hypertendue ou non, soit c'est chez une personne qui est déjà hypertendue, et même suite à un effort, même minime, c'est parce que sa paroi, elle n'est pas souple, donc il va saigner suite à un petit pic d'HTA, suite à un effort. C'est ça, c'est on va dire le mécanisme le plus fréquent en association avec les malformations. C'est clair pour le moment? Très bien, on va passer. Alors, la clinique, alors, vous avez vu lors des accidents hémorragiques, ischémiques, pardon, vous avez vu que chaque artère avait un petit peu sa symptomatologie. D'ailleurs, on dit toujours que c'est systématisé. Je ne sais pas si vous connaissez ce terme. Les déficits ou la symptomatologie dans les AVC ischémiques, elle est plus ou moins systématisée. Vous connaissez ce terme, oui ou non? Confirmez-moi. Très bien. Ça veut dire que quand vous avez, des symptômes systématisés, par exemple, quelqu'un a dit non, donc alors quand, par exemple, vous avez une hémiplégie facio-brachiale, ça veut dire qui englobe la face, l'hémiface bien sûr, et le bras droit, avec une aphasie de Broca, ça veut dire une aphasie d'expression. Vous pensez à quelle artère ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut donner une réponse? Cérébrale moyenne, oui. Plus précisément, là vous êtes, oui, vous êtes, mais moi c'est encore vague. Vous pouvez aller encore plus loin. C'est la cérébrale moyenne superficielle. Vous êtes d'accord? Parce que c'est un déficit partiel. D'accord? Si c'est un déficit, ça veut dire qu'il englobe aussi les jambes. On peut dire que c'est la cérébrale moyenne. D'accord? Comme c'est partiel, c'est la cérébrale superficielle. C'est moyenne superficielle, la sylvienne superficielle. Si c'était par exemple une hémiplégie qui prend uniquement deux membres inférieurs, on peut avoir ça. Et il vous dit à peine le membre supérieur, ça va un petit peu. Vous voyez juste une petite déviation au niveau de la face, mais la jambe, il ne peut pas la bouger du tout. On appelle ça une hémiplégie à prédominance crurale. C'est par rapport au membre inférieur. Ici, on est toujours dans la cérébrale. Pardon, on n'est pas dans la cérébrale moyenne, on est dans la cérébrale antérieure. D'accord? Je ne sais pas si vous arrivez à suivre. Là, il faut réviser un petit peu le cours des AVC ischémiques. Hein? D'accord? Ce qu'on veut dire par là, c'est que
La symptomatologie de l'ischémie, elle est plus ou moins systématisée. Quand vous voyez les symptômes, vous devinez à peu près où est votre problème, où est votre ischémie. Par contre, dans l'hémorragie, à votre avis, est-ce que ça va être aussi simple? Ben non, parce que déjà, c'est du sang. Le sang, il ne va pas rester sur place. Donc, le sang, il va se déverser. Quand vous mettez de l'eau dans une table, donc l'eau va se balader un peu partout, va suivre son chemin. D'accord? Oui? Quelqu'un veut poser une question? Qu'est-ce que ça veut dire lever la main? Oui? Posez votre question, Ryan, c'est ça? Oui? Bon, il y a un nom imprononçable aussi qui a levé la main. Qu'est-ce que ça veut dire? Je refais? Bon, je vais refaire puisque je n'ai pas compris lever la main là. Oui? Ah oui, je refais. OK. Alors, quand vous avez un saignement intracérébral, quelqu'un qui saigne, donc il fait un hématome, il y a une artère qui se rompt, et donc vous avez un saignement cérébral. Le sang, il va pas rester au niveau de son artère. D'accord? Il ne va pas coaguler tout de suite et former un caillot de sang et c'est tout. D'accord? Le sang, il va se balader un petit peu partout. D'accord? C'est comme verser quelque chose. D'accord? Je ne sais pas si vous saisissez. D'accord? Donc, euh, à partir de là, donc notre symptomatologie ne va pas être systématisée. Je donne un exemple. Vous avez l'artère cérébrale moyenne, ce qui est l'artère sylvienne, qui va se rompre, donc il va y avoir un saignement. On va imaginer un hématome très grand. Donc cet hématome, donc le sang, il peut partir en antérieur et donc gêner des structures qui sont vascularisées normalement par la cérébrale antérieure. Vous arrivez à suivre? Il peut aussi passer en postérieur et gêner les structures qui sont normalement vascularisées par la cérébrale postérieure. Donc, ce qui fait que quand vous allez examiner votre malade, vous allez trouver des signes d'atteinte de la cérébrale antérieure, de la cérébrale moyenne, celle qui a saigné réellement. Vous allez trouver quelques signes par rapport à l'atteinte de la cérébrale antérieure et même des signes par rapport à l'atteinte de la cérébrale postérieure. Vous arrivez à suivre. Parce que leur parenchyme, il est atteint. L'artère, elle est intacte, mais leur parenchyme, il est atteint parce que le sang les a envahis, tout simplement. C'est clair? C'est ça le principe. Alors, est-ce qu'un AVC hémorragique, attendez, je ne vois pas très bien, peut entraîner un AVC ischémique? Alors, pas directement, non. C'est pas exact, on dirait pas ça comme ça. Comment on peut, quand on fait une hémorragie, maintenant, quand on fait une hémorragie, et que suite à ça, j'ai compris un petit peu votre question. Vous voulez dire, est-ce que ça entraîne une ischémie? C'est ça, il entraîne une diminution d'apport d'oxygène. C'est ça votre question. Oui, le sang, voilà, le sang, il va certainement provoquer un petit degré d'ischémie, mais il n'est pas assez important pour engendrer lui-même le déficit. En fait, le déficit, c'est par la compression d'abord. Il y a aussi un autre cas de figure, si vous avez une hémorragie et que brutalement, par exemple, le malade, il vous fait une hypotension massive. Là aussi, vous risquez carrément un AVC ischémique par phénomène hémodynamique. Vous l'avez vu, je pense, dans les AVC ischémiques. D'accord? Si vous avez affaire, par exemple, à un hématome, vous recevez un hématome cérébral et que par erreur, vous faites baisser la tension de manière très importante et très rapide, donc vous allez vider les artères et il va y avoir une ischémie. C'est ça. D'accord, très bien. Donc vous avez compris. Donc c'est ça les deux points. Mais elle-même, l'hémorragie, elle ne provoque pas directement une ischémie. Comme ça, elle provoque un petit déficit d'apport en oxygène, mais ce n'est pas suffisant pour dire ischémie. Voilà. Alors donc, vous allez deviner que cliniquement, ça va être un petit peu vague. Donc, finalement, qu'est-ce que ça va être? Généralement, on saigne surtout dans les hémisphères cérébraux, hein, 80%.
des hématomes, c'est les hémisphères. Ça veut dire les noyaux gris centraux, la capsule interne, les lobes frontaux, le lobe temporal, le lobe occipital, c'est ça l'encéphale, hein, c'est ça. 10% vont saigner dans le cervelet et 10% vont saigner dans le tronc cérébral. Voilà. Et les signes, on l'a dit, ne répondent pas à une systématisation artérielle précise. Par exemple, si vous avez un saignement du tronc cérébral, essayez d'imaginer le tronc cérébral, un saignement. Est-ce qu'à votre avis, on peut avoir un Wallenberg, on peut avoir un syndrome de Weber, ça veut dire avec la tête du 3 d'un côté et l'hémiplégie de l'autre? C'est un saignement, donc le tronc cérébral, c'est petit. Donc, même si c'est une artère gauche qui va saigner, le sang va aller partout. Hein. Donc, à votre avis, comment ils vont être vos signes là, quand le tronc cérébral est atteint? Les signes, ils vont être comment? Quelqu'un m'écrit la réponse. Mélangés, oui, mais plus, on va dire plus précisément. Ils vont être bilatéraux surtout. Non systématisés, ils vont être bilatéraux. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Très bien, bilatéraux. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Quand on saigne à gauche, grave, oui, c'est grave. Et donc, vous allez avoir une tétraplégie. On ne va pas avoir l'hémiplégie, on va avoir la tétraplégie. Et qu'est-ce qu'il va y avoir, le tronc cérébral, à votre avis? Donc, déjà, la substance réticulée activatrice, elle est là. Donc, le coma est pratiquement systématique. Vous allez avoir, qu'est-ce que vous allez avoir aussi? Vous allez avoir l'atteinte des nerfs crâniens, voilà, bilatérale, détresse respiratoire, compression. Et là, vous devinez bien que c'est de très mauvais pronostics. Hein. Le saignement, voilà, les paralysies de tout genre. Donc, les saignements du tronc cérébral, ils sont méchants, voilà, sur le plan pronostic. Alors, bien sûr, l'HIC, elle est toujours là parce qu'on est dans le tronc cérébral, c'est très serré. Donc, dès qu'il y a quelque chose en plus, on va avoir une hypertension intracrânienne. Strabisme convergent, vomissement, céphalée, flou visuel. Bon, flou visuel, vous allez constater si le malade est conscient. Hein, c'est rare qu'il soit conscient avec une hémorragie du tronc cérébral, quoique on en a déjà vu. Hein. Alors, les crises convulsives, on les voit surtout dans les hémorragies lobaires. Hein. D'accord? Ce n'est pas dans les hémorragies cérébelleuses. Le cervelet ne provoque pas de crise. Le tronc cérébral non plus. D'accord? Mais c'est surtout dans les hématomes frontaux, temporaux, vous allez avoir des crises convulsives. Alors, un coma brutal, vous constatez une hémiplégie avec des crises d'épilepsie, vous pensez surtout AVC hémorragique. Là, si vous êtes dans les urgences, c'est-à-dire pour avoir un réflexe un petit peu développé. Les troubles de la conscience sont fréquents, on l'a dit, c'est parce que tout simplement, on a là, que ce soit pour les hémorragies lobaires ou pour les hémorragies du tronc ou pour le cervelet, la substance activatrice, vous savez qu'elle démarre du tronc cérébral et elle part jusqu'au noyau gris centraux. Donc, elle est pratiquement partout. Et quand vous avez du sang qui va un petit peu partout, donc elle a plus de chances d'être touchée. Donc, le coma est plus en faveur de l'hémorragie plus que l'ischémie. Mais bon, ça ne veut pas dire que toute hémorragie est pourvoyeuse de coma et ça ne veut pas dire que l'ischémie ne fait pas de coma. D'accord? Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? Là, on est toujours dans les généralités. Hein, c'est juste... c'est quoi la substance activatrice? Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de la physiopathe du sommeil et de la vigilance. Qu'est-ce qui vous maintient éveillé? Il y a une substance un petit peu étalée qui part du tronc cérébral pratiquement jusqu'au noyau gris centraux. Elle peut même déborder jusqu'au cortex. D'accord? C'est une substance, on l'appelle réticulée parce qu'elle est, elle est un petit peu en toile d'araignée. Est-ce que ce sont des dépôts amyloïdes? Des dépôts amyloïdes sans Alzheimer, bien sûr, peut donner un AVC hémorragique, oui. Ça, c'est une question à part. Mais quand je parlais de la substance réticulée activatrice, c'est une substance qui va stimuler le cerveau, c'est tout simplement. On dirait que c'est le chargeur de votre portable. D'accord? Quand on a, par exemple, si on veut dormir, on va donner des substances qui vont diminuer de cette stimulation. Et donc, vous allez dormir.
Donc, c'est grâce à ça qu'on est maintenu éveillé. Si la substance réticulée est touchée par du sang ou par autre chose, hein, mais le sang, quand je vous ai dit, c'est comme de l'eau, donc ça part un petit peu partout. Donc, quand elle est touchée par le sang, donc, elle ne va pas jouer son rôle de stimulateur. Et donc, le malade va sombrer dans le coma. L'état de vigilance, il est altéré. Est-ce que c'est clair? Très bien. Alors, on continue. Hein. Alors, on va faire un petit peu de clinique. On a dit que ce n'était pas systématisé. Excusez-moi, il y a le téléphone qui sonne. Je vais l'éteindre. Alors, on a dit les troubles de la conscience sont moins graves. Alors, les hématomes profonds. Qu'est-ce qu'on veut dire ici par les hématomes profonds? Je vais vous montrer un petit peu une image pour que vous puissiez comprendre ce que c'est que profond. Alors, excusez-moi, je dois éteindre mon portable, comme ça, on sera tranquille. Voilà, alors, normalement, l'image ne va pas tarder à arriver. Voilà, alors, je ne sais pas si vous voyez la souris, là. Je fais balader la souris, vous voyez? Très bien. Alors, ici, on est dans les territoires profonds, d'accord? On est dans la profondeur. Ici, dans le cortex, on est dans le superficiel, d'accord? Je descends un petit peu ici en IRM. Là, on est dans un territoire profond, d'accord? Et là, on est dans des territoires superficiels. Vous voyez? On est dans le superficiel. D'accord? C'est bon? Donc, on revient. Très bien. Alors, les hématomes profonds, donc, il y a des hématomes qui sont moins sévères, donc, qui vont donner une symptomatologie un petit peu, on va dire, classique. C'est l'hémiplégie, plus ou moins, trouble de la conscience, un petit peu un malade obnubilé, d'accord? Une hémianesthésie. Si vous êtes du côté du langage, vous pouvez avoir un petit problème de langage, mais il n'est pas, puisqu'on est dans la profondeur, on n'est pas dans le cortex. Donc, généralement, le langage, il n'est pas très altéré, sauf si vous avez un hématome assez gros. Donc là, ça peut atteindre, donc le sang peut passer dans le cortex et donner une aphasie. D'accord? Si vous êtes bien sûr dans l'hémisphère dominant. Si vous êtes dans l'hémisphère mineur, ça veut dire le droit généralement, on va avoir tout ce qui est trouble gnosique, la nosognosie. La nosognosie, c'est le fait de ne pas reconnaître son trouble. D'accord? C'est l'agnosie, c'est le trouble de la reconnaissance. Ça, ce sont des notions qu'il faut revoir par rapport au cours de troisième année. D'accord? Essayez de les revoir, l'agnosie visuelle, l'agnosie, ça va vous rafraîchir un petit peu la mémoire. On peut avoir aussi un Claude Bernard Horner. Pourquoi? Parce que vous savez que c'est la chaîne sympathique cervicale, hein, le Claude Bernard Horner. Donc, le centre le centre du nerf sympathique cervical, il est tout simplement au niveau du thalamus. C'est pour ça que quand on saigne en profondeur, le thalamus est souvent touché, on peut avoir un signe de Claude Bernard Horner, tout simplement. D'accord? Est-ce que c'est clair? C'est le centre de projection des voies sympathiques. Vous savez que l'atteinte du nerf sympathique donne un signe de Claude Bernard Horner, qui est quoi? Ptosis, énophthalmie, myosis. Vous connaissez? Quelqu'un qui... Voilà, très bien, très bien. Donc, et comme donc il va passer, vous savez qu'il touche pratiquement, il rentre dans le médiastin, le nerf sympathique. Mais d'où il vient? Donc, il passe par le cou, d'accord, par le tronc cérébral. Mais en fait, sa naissance, enfin, son centre, on va dire, c'est pas sa naissance exacte, mais le centre, il est au niveau du thalamus. C'est pour ça que quand on saigne en profondeur, on peut avoir un Claude Bernard Horner, tout simplement. D'accord? Alors là, où est-ce qu'on était? Les hématomes profonds, moins sévères. Le tronc cérébral, là, on est dans le tronc cérébral. J'ai oublié comment j'ai fait le... Ah, d'accord, voilà. Donc, on était dans les hématomes profonds. Maintenant, on descend un petit peu dans le tronc cérébral. Alors, généralement, le tronc cérébral, c'est grave.
D'accord? Alors, rarement, mais bon, on en a déjà vu, des gens qui font pas beaucoup de troubles d'inconscience, ils viennent juste un petit peu obnubilés avec une tétraplégie flasque. Ça se terminera dans 10 minutes. Bon, on va voir. Tétraplégie flasque, trouble pupillaire, ça veut dire que là aussi, c'est le Claude Bernard, hein, d'accord? Vous avez une mydriase, plutôt une myosis, généralement c'est des myoses serrées. Les troubles du rythme respiratoire et décérébration. Vous savez ce que c'est que décérébration? Décérébration, c'est des mouvements involontaires qui surviennent lors de la souffrance du tronc cérébral. C'est le malade qui a les bras en hyperextension et les jambes en hyperextension, avec la tête rejetée en arrière. Vous n'avez pas expliqué les hémorragies graves dans les hématomes profonds. Attendez. Ah ben oui, hein, oui, j'ai raté. Oui, on revient. C'est pour ça que je me disais, il y avait quelque chose. Alors, on a dit les hémorragies, les hématomes profonds. D'accord. On a parlé des hémorragies moins graves d'abord. C'est ça. Les moins graves où il y a des signes plus ou moins clairs, hémiplégie, hémianesthésie. D'accord? Dans les hémorragies graves, là, le malade, il vient dans le coma. Hémorragie grave, ça veut dire que c'est un hématome profond, mais qui est très gros. D'accord? C'est ça, c'est par rapport à son étendue qu'on dit grave. Par rapport à son étendue et par rapport à l'état clinique. Vous allez trouver un coma, une hémiplégie flasque très importante, une déviation de la tête et des yeux. Vous savez ce que c'est qu'une déviation de la tête et des yeux? Généralement, ce sont des signes de mauvais pronostic, déviation de la tête et des yeux. Ça veut dire que vous avez affaire à quelque chose de très étendu, que ce soit un accident ischémique, une hémorragie ou une tumeur d'ailleurs. D'accord? Quand le malade a spontanément les yeux et la tête tournés d'un côté, ça veut dire que c'est signe de mauvais pronostic. Ça, il faut le garder en tête. Alors, du côté opposé à la paralysie, on dit que le malade regarde sa lésion. C'est ça le terme qu'on dit. Ça veut dire que le malade est paralysé du côté, par exemple, droit, mais que sa tête est déviée du côté gauche. Ça veut dire qu'il regarde l'hémorragie. Il fuit l'hémiplégie. C'est un terme qu'on dit, hein, juste pour apprendre. Est-ce que c'est clair pour le moment? Très bien. Alors, généralement, on a dit c'est le coma. Vous pouvez même trouver un Babinski bilatéral. Vous allez me dire pourquoi Babinski bilatéral. Parce que tout simplement, l'hémorragie profonde, elle est tellement importante qu'elle va refouler l'hémisphère controlatéral. Donc, quand l'hémisphère controlatéral il est refoulé, donc vous allez avoir une irritation du système pyramidal de l'autre côté et vous pouvez avoir un signe de Babinski de l'autre côté. Donc, vous allez avoir un malade, comme ça, grosso modo, on va essayer de le décrire. C'est un malade comateux qui fait une hémiplégie, parce que même s'il est comateux, on peut détecter une hémiplégie, hein, d'accord? Hémiplégie qui fait une déviation de la tête et des yeux, donc on va dire une hémiplégie gauche, donc, et lui, il regarde à droite. Vous allez trouver un Babinski bilatéral. Vous regardez les yeux, vous trouvez une mydriase, parfois aréactive. La respiration, elle est irrégulière. Et parfois, on peut avoir des signes d'engagement. On peut arriver à la décérébration. Là, parce que c'est tellement important comme hémorragie profonde qu'elle va, parce que là, c'est par phénomène de pesanteur tout simplement. Cet hématome, ce gros hématome, il va appuyer sur le tronc cérébral en bas. Et donc, vous allez avoir des signes de décérébration. Est-ce que c'est clair? Ça, c'est le cas des hémorragies graves profondes. Alors, grave profonde, c'est pratiquement comme le tronc cérébral. Là, c'est mauvais pronostic, c'est des signes de mauvais pronostic, c'est des Babinski bilatéraux, c'est des signes qui peuvent être bilatéraux, mauvais pronostic, coma, décérébration, des respirations irrégulières. D'accord? C'est comme si on était dans le tronc. Est-ce que vous êtes d'accord? Parce qu'indirectement, le tronc cérébral, il souffre ici, parce qu'il a au-dessus de lui un gros hématome qui appuie. Est-ce que c'est clair? Très bien. Très bien. On a dit les hémorragies moins graves, donc ça va donner des signes de focalisation, tout simplement. Le tronc cérébral, je l'ai dit tout à l'heure, généralement, la décérébration, l'engagement cérébral. L'engagement du tronc cérébral, pas l'engagement cérébral. En fait, la décérébration, c'est pour décrire le mouvement d'hyperextension des quatre membres.
Ça, c'est la décérébration, c'est les signes de décérébration. Mais qu'est-ce que ça veut dire décérébration? Cérébration, c'est par rapport au tronc cérébral, pas par rapport au cerveau. Vous suivez? Décérébration, ça veut dire que, on dirait vous coupez. Déconnexion. D'accord? Décérébration, ça veut dire vous coupez le tronc cérébral. On dirait que le tronc cérébral, il est isolé. L'engagement, ce n'est pas toujours mort direct. Non. Il nous est arrivé de voir des malades qui commencent à faire, bien sûr, un engagement à un stade tardif. Non, généralement, ça finit mal. Hein. Mais des fois, ils commencent à faire des signes d'engagement, genre, par exemple, la ptosis, des signes comme ça. C'est un peu spécialisé ce que je vais vous dire, mais ils commencent à faire une mydriase, ils commencent à faire. Et d'un seul coup, ça rentre dans l'ordre. D'accord? Vous allez me dire pourquoi. Des fois, il y a des phénomènes de compensation. Alors, l'organisme lui-même, donc il va chasser l'œdème au maximum. Et surtout, vous, si vous intervenez, vous faites par exemple un flash de mannitol, vous allez un petit peu enlever cette pression. Et donc, vous allez, on va dire que l'engagement, il va être stoppé. Et petit à petit, tout redevient à la normale, tout reprend sa place. Je ne sais pas si vous comprenez. Un engagement à son début, il peut être réversible. Mais si vous arrivez à la décérébration, c'est extrêmement rare Moi, j'ai déjà vu, hein. Ça m'est arrivé une fois, une malade qui est arrivée à la décérébration, mais qui a repris spontanément. Ça peut arriver, d'accord? Durant la phase concluante du tétanos. Ça, là, vous me faites peur. Tétanos, c'est pas ma... On retrouve cette forme d'extension des membres et rejet de la tête en arrière. Est-ce qu'on parle de décérébration également? Alors, la physiopathe du tétanos, rappelez-moi, c'est une toxine, hein, c'est ça? Rappelez-moi. C'est toxique. Donc, c'est une qui se fixe sur le muscle. D'accord. Donc, c'est pas exactement ça. Non, c'est pas exactement ça. Parce que, voilà, donc c'est une toxine qui se fixe sur le muscle et qui engendre une contracture irréversible, c'est ça? Non. En fait, dans ce cas, ça ressemble peut-être, probablement. Voilà, ça ressemble à ça. Parce que tout simplement, parce quand il y a une surtension musculaire, ce sont les muscles les plus puissants qui vont imprégner leur mouvement, d'accord? Qui est le plus puissant? C'est les muscles, d'après vous, dans le cou. Est-ce que c'est les muscles fléchisseurs ou extenseurs? Ce sont les extenseurs qui sont les plus puissants. C'est pour ça que quand c'est l'hypercontracture de ces muscles va donner ce qu'on appelle une hyperextension de la tête. Et même pour les bras, les muscles les plus puissants, ce sont les extenseurs, ce ne sont pas les fléchisseurs. Donc vous allez avoir une hypertonie à tendance extension. Je ne sais pas si vous avez compris. Là, l'origine, elle est musculaire, elle est périphérique. L'opistotonos, voilà. Voilà. Donc, l'opistotonos, c'est par atteinte musculaire directe. Même si quand vous voyez le malade, ça ressemble. Si vous voyez un opistotonos, si vous voyez une décérébration, ça se ressemble. Mais ce n'est pas la même physiopathe. D'accord? Quand vous touchez un malade qui fait une décérébration, il n'est pas contracturé totalement. Il y a juste les membres qui sont un petit peu en extension. D'accord? Mais ce n'est pas toutes les muscles, la masse musculaire qui est contractée. Est-ce que vous voyez? Donc, cliniquement, ça se ressemble, mais c'est la physiopathe qui n'est pas la même. D'accord? Et décérébration, ça veut dire, donc on isole le tronc cérébral. Ça veut dire qu'il souffre. Il est isolé. Donc, il va tout simplement ne plus jouer son rôle. Ça veut dire plus de respiration, plus de rien du tout. Et donc, généralement, c'est la mort. Hein. D'accord? Là, on est toujours dans le tronc cérébral. Alors, le tronc cérébral, donc donc le tétanos, patient n'est pas. Oui, tétanos, oui, il n'est pas comateux, enfin, je suppose, parce que ce n'est pas la même physiopathe. Le patient, ici, il est sujet à une contracture musculaire généralisée, c'est ça. Donc, et ça ne touche pas le cerveau, je suppose. Ça va se couper, oui, je ne sais pas, je vais relancer, je pense. Je ne sais pas comment ça se fait, mais je
Je vais le faire. Attendez. Oh, je vais relancer quand ça va se couper, hein. Je ne sais pas si je vais repartager.